plus tard que ce dimanche, il aurait célébré ses 90 ans. Et l'événement se projetait déjà, mais ironie du sort, il s'en est allé ce mercredi. Et dès lors, les réactions s'enchaînent de part et d'autre. Et depuis hier soir, sur nos antennes aussi, on a commencé à enregistrer des témoignages sur lui, en direct d'ailleurs sur nos antennes. Et ce matin aussi, vous avez suivi le débat avec nos différents confrères, les patrons de presse qui sont venus aussi témoigner sur Albert Tevoidjre. On va continuer à parler de lui avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Chris, bonjour Ali, bonjour à tous les téléspectateurs. Hier soir, vous étiez venu sur ce plateau raconter des anecdotes sur lui. Vous avez parlé de votre proximité avec l'homme, de vos liens aussi. Mais on sait aussi que Amadou Hampâté-Bâ disait qu'en Afrique, lorsqu'une bibliothèque brûle, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Est-ce que vous diriez qu'une bibliothèque a totalement brûlé au Bénin? Oui, on peut parler ainsi qu'une bibliothèque a brûlé, puisque la voix suave et l'esprit vif d'Albert Tevoidjre nous manqueront. Ça, c'est une évidence. Et il nous manquait déjà depuis un temps, puisque on ne l'écoutait plus réellement comme avant. Maintenant, là, il est évident que tout cela va nous manquer totalement, parce qu'avant même, quand vous n'avez pas, quand on ne l'écoutait plus, on pourrait faire un tour à Adjara, c'est pas si loin, de Porto-Novo, de Cotonou, pour écouter donc le professeur et quelques analyses qu'il arrive à faire, même affaiblies. Donc oui, c'est vrai, il y a une bibliothèque qui a brûlé, même si on peut dire qu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, avec le numérique, avec les médias, on peut dire qu'on a gardé quelques réserves de cette bibliothèque, quelques restes. Oui. Et les restes, justement, c'est les témoignages qui s'enchaînent depuis l'annonce de son décès. Je pense que c'est des documents d'archives. On a écouté Maître Robert Dossou, on a écouté Pascal Todjinou, qui sont pas partis comme des gens faciles. Vous prenez quelqu'un comme Pascal Todjinou, il était très virulent contre l'homme politique, parce que Pascal Todjinou fut chef de syndicat, déjà à la chute du régime du PAPB. Donc, Pascal Todjinou est un témoin autant du renouveau démocratique qu'un acteur par ailleurs du renouveau démocratique que Albert Tevoidjre. Et lorsque vous écoutez Pascal Todjinou, vous vous dites, oui, ça, c'est l'humain qui parle, ça, c'est un peu la synthèse qu'on peut faire de la vie du projet. Donc, effectivement, depuis hier, des voix s'expriment sur l'œuvre du professeur Albert Tevoidjre, sur sa vie. Mais est-ce que lui-même, il a fait quelque chose pour que la bibliothèque ne brûle pas, au-delà du travail de la presse? Oui, Albert Tevoidjre, je pense que, vous savez, c'est quelqu'un qui est dans l'anticipation systématique. Il a l'esprit vif, il a la pensée fertile, et c'est un homme, nous disions déjà étudiants, nous disions qu'Albert Tevoidjre était en avance sur son temps. Imaginez à la conférence nationale, Albert Tevoidjre fait partie de ceux, quand on a annoncé la conférence nationale, il a déjà anticipé le rôle qu'il pourrait jouer. Et n'oubliez pas, quand il a perdu le poste du bureau international du travail, c'est quelqu'un qui a compris qu'il a un rôle à jouer en Afrique, parce qu'il était en disgrâce au niveau international. Il a compris qu'il pouvait jouer. Il a créé le Centre panafricain de prospective sociale. En 87, très peu comprenaient ce que ça pouvait dire. Moi, j'étais à Porto-Novo, élève, je passais par là, je voyais, à côté du palais des gouverneurs, la plaque Centre panafricain de prospective. C'est là où il y a l'Assemblée nationale actuellement. C'est l'immeuble de l'Assemblée nationale, le bâtiment de l'Assemblée nationale. Oui. C'est là qu'il y avait justement le Centre panafricain de prospective sociale. Et on trouvait ça bizarre. C'est quoi, par la perspective sociale. Oui. Donc, les confrères qui sont passés ont largement parlé de ça. C'était comment on peut capitaliser son expérience internationale pour pouvoir développer l'Afrique en comptant sur nos propres valeurs, disons, humaines, et la richesse que nous constituons. C'est un peu ça, formation, anticipation, intervention, mission de paix. Donc, il a compris qu'on avait un rôle à jouer. Et je pense que le ministre Agbenossi, par exemple, fait partie de cette élite, par exemple, qui peut bien parler de ce projet-là, puisqu'il a eu à quand même flirter avec le professeur, et je vais dire beaucoup plus que flirter. Je pense que sa carrière internationale dépend en partie donc du professeur Tevoidjre. Alors, on parlera, par exemple, de l'Institut Albert Tevoidjre.
de l'Institut Albert Voidouet, qui a eu du mal à prendre, il y a 10 ans pratiquement, quand il quittait le médiateur de la République, en 93, il a pensé qu'il fallait immortaliser. Donc, comme je vous l'ai dit, il est dans la... Au moment où on fêtait ses 80 ans, voilà, il a sorti donc le livre, c'était 82, il me semble, 82 ans, 80 ou 82 ans. En tout cas, on a fêté les anniversaires où, justement, il a sorti Le Bonheur de servir. Oui. Le Bonheur de servir, qui est une sorte de synthèse, un peu, de morceaux, de versions choisies de ses discours, de ses interventions, de ses actions, un certain nombre de choses. Donc, alors, Albert de Voidouet, il s'est immortalisé lui-même. Hein, toutes ses œuvres, en quittant la politique, il a retourné aux Nations Unies, dans le cadre de l'OMD, en quittant les Nations Unies, il est revenu, il a tenté, médiateur de la République, terminé avec ça, il a anticipé, il a démissionné, il n'a pas entendu de finir son mandat de 5 ans, il a démissionné, et donc du coup, il a consacré sa vie à Dieu, citoyen du monde, frère Melchior, et ce dernier combat sur le dialogue interreligieux. Il lui a juste manqué la rupture avec la politique, mais chasser le naturel. Il n'a pas pu justement se départir. Je pense que c'est l'ombre, c'est pratiquement l'ombre, l'ombre sur la fin. Oui. C'est l'ombre sur la fin parce que je pense qu'il Albert, il arrive à trouver à chaque étape les transitions qu'il lui fallait pour rebondir. Tout à l'heure, j'ai écouté les confrères parler de sa relation avec Adrien Mbedi. Non, en fait, c'était plus subtil. Kérékou les connaissait. Hein, retrouvé dans le même gouvernement, c'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez Amoussou, vous voyez Nago, c'est ça. Mbedi, oui, déjà. Ensuite, Nago, Koupaki, Biotchane, tous ensemble, tous les présidents talents, vous dites, mais mon Dieu. C'était génie talent. Donc, c'était la même chose en 96. Vous avez tous ces gens, Albert Voidouet, qui est allé à Amérique et donc qui pensaient que c'était son héritage, c'était son patrimoine. Mais il y avait les apporteurs de voix, que furent Albert Voidouet, que furent Adrien Mbedi, et maître, le président Amoussou Bruno, Amoussou étant président de l'Assemblée nationale, Adrien était premier ministre. Dans un contexte difficile parce qu'il y avait une polémique sur le poste. Alors non, Albert n'assurait pas l'intérim de Kérékou quand Mbedi était président. Mbedi étant premier ministre, assurait. Mais la proximité est, vous voyez, Adrien Mbedi, c'est pas le gars expansif sur le plan de la rhétorique. Il est très bon, il s'exprime très bien, mais il ne parle pas souvent. Mais Adrien Mbedi, il ne parle pas souvent. C'est qui est juste le contraire. Alors donc, dans le même gouvernement, l'autre Premier ministre, chef de la coordination de l'action gouvernementale et l'autre, et lui, il était ministre du plan de la restitution économique et de la promotion de l'emploi. Et donc, un problème de leadership. Et lui, il voyait déjà l'OME et tout ce que ça, le gain politique de ce retour du président Kérékou. Je pense que les deux, ça a eu du mal à prendre, parce que simplement, il était méfiant d'Adrien. Je pense que s'il y a des gens avec lesquels il n'a jamais pu se réconcilier, c'est justement Adrien Mbedi, c'est rival, non ils l'ont dit, rival politique. Oui. Ils ont parlé de l'héritage de Apiti. Non, le premier héritage d'Apiti, c'était Voidouet qui voulait le récupérer dans un grand ensemble de UDD avec Aomadegbe, dans un grand ensemble avec RND, Joseph Adjien, dans un grand ensemble. Donc, ils ont créé le RND, ils voulaient rester ensemble avec Joseph Adjien et créer l'héritage de l'OME, un peu de la petite. Ils n'ont pas pu parce que quand Albert Voidouet a annoncé rapidement avant la conférence nationale, avant qu'il serait candidat à l'élection présidentielle, 91, je pense que, en fait, qu'il n'écarte pas. Ça a fâché les autres qui se sont libérés de lui. Et donc son mouvement, notre cause commune, a été transformé en parti politique avec les Joseph Yonofon, le professeur Izzy, parce que tant que nous... voilà, donc, voilà un peu... Alors, donc quand je parle un peu d'héritage politique, parce que au niveau de l'OME, la guerre de leadership n'a pas permis qu'il arrive à s'affirmer. Donc, mais
et à se réconcilier avec Maître Mbedji. Donc voilà un peu, donc en 2 ans après l'arrivée de Kérékou en 98, déjà en 98, ça n'allait plus. Kérékou a compris qu'il ne pouvait pas garder les deux, Mbedji et Tévoadjere aussi anticipait déjà, parce que bon, il voulait jouer un rôle de premier plan. Il a compris que quand Kérékou voulait former son gouvernement de 98, s'est rapproché de Mbedji pour le nommer, plus Premier ministre, mais ministre d'État, chargé des PME. Adrien Mbedji a décliné l'offre et a préféré quitter le gouvernement. Et Tévoadjere qui a compris, compris que Kérékou voulait le sacrifier, parce que Kérékou était prêt à sortir Mbedji Tévoadjere du gouvernement, et puis nommer Mbedji ministre d'État chargé des petites et moyennes entreprises. Alors, Kérékou Mbedji a décliné l'offre, il n'en voulait plus, il ne voulait plus être premier ministre paillant, il ne voulait plus jouer un rôle de comparse, il ne voulait pas jouer. Et lui, il anticipait déjà sur 2001, entré en 98, donc, et la législative qui pointait en 99. Donc il anticipait, il s'est dit, bon, ce gouvernement qui commençait par péricliter, il fallait qu'il quitte. Donc il a démissionné en fracas, le PAD a quitté le gouvernement en 98. Ce qui a permis à Tévoadjere de rester. Si Adrien Mbedji avait accepté le poste de ministre d'État, Tévoadjere quitter le gouvernement parce que Kérékou était prêt à le sacrifier à l'époque. Alors Tévoadjere, qui ne, comme pas de renard, très, comme je vous l'ai dit, là, il est très vif, il a compris que son avenir n'était plus là. Alors il a profité donc de millénaire, donc de passage à l'an 2000, de tout ce qu'on a dit sur le millénaire, pour lancer avec les Nations Unies. Je vous ai dit, il est fonctionnaire international, il connaît les rouages vraiment du système des Nations Unies, ça on peut le dire. Donc il a profité donc de cette échéance pour, je me rappelle, le coordinateur du système des Nations Unies à l'époque, Alfred Salia Fondo, qui est un Sénégalais très habile aussi, très actif. Je pense qu'ils se sont rencontrés, déjà rencontrés sur les chemins des Nations Unies. Ils connaissaient, ils tutoyaient pratiquement Kofi Annan, Albert Tévoadjere. Comme je l'ai dit, il lui-même l'a dit, j'ai mangé avec le pape, j'ai serré les grandes mains, avec les... Donc, c'était vraiment quelqu'un qui a côtoyé en termes... Donc, du coup, il s'est frayé chemin vers les Nations Unies, il a été nommé représentant spécial donc du secrétaire général des Nations Unies, non, représentant spécial du représentant du secrétaire général des Nations Unies sur le projet millénaire pour le développement. Et donc il a pendant 2 ou 3 ans, il avait un bureau à Cotonou ici, où il travaillait sur le projet millénaire, pour le développement, à sortir le projet des objectifs du millénaire pour le développement. Donc c'est tout un... Oui, c'est-à-dire qu'il arrivait quand même à se frayer une sortie. Comme je vous l'ai dit, il y a une sortie de trop qui n'a pas réussi. C'était faire la rupture politique. Voilà, mais en 2006, le président Boni Yayi l'a nommé médiateur de la République. A-t-il pu jouer ce rôle en se libérant de son manteau politique? Oui, en tant que médiateur, il est resté dans le rôle de... Je pense que c'est le rôle qu'il a compris qu'il ne pouvait pas être chef d'État. Il a cherché par où il pourrait impacter. Faiseur de roi, il a été en 96, en 2006, en 2016. Je pense que même si en 2016 il n'était pas très impactant, il était déjà fatigué, mais il était là. Il arrive toujours à être là. Il était là. Alors donc, médiateur, oui, il a fait de son mieux en tant que médiateur, mais il a vite quitté parce que là également, il n'avait plus la tribune qu'il voulait. Une fois, il y a eu Boni réélu en 2011. Il n'avait plus l'aura qu'il avait, il n'avait plus les entrées qu'il avait. Oui, il était très déçu, très déçu, parce que pour soutenir le second mandat de Yayi Boni, il a fallu lui envoyer un mémorandum signé par de hautes personnalités comme les Robert Dossou, Madame Vicissia Bokor, Théophile Nata, ancien président de la RAC, des intellectuels qui ont dit écrit à Yayi Boni. Je peux témoigner aujourd'hui, j'ai eu la chance de lire le courrier, de voir la notation du président, parce que j'étais avec le professeur, je déjeunais avec lui quand il quittait pour Nandja, quand il déménageait, j'étais avec madame aussi, donc, madame Elisabeth Tévoadjere. Alors donc, il disait non, là maintenant c'est bon, cette fois-ci, il ne nous échappera pas, parce que voilà, mais attention, vous savez, l'homme politique, dit non. Donc effectivement,
il avait dit à Yahi carrément que son premier quinquennat ne fut pas un grand succès en termes de pratique démocratique. Hein, ils lui ont dit ça dans un langage suffisamment clair pour qu'il puisse comprendre. Et qu'ils lui ont carrément tracé une feuille de route pour son second mandat. Et il dit oui, d'accord, il est d'accord. Donc il était question qu'il se décharge un peu, qu'il confie la gestion de l'exécutif, par exemple, à un premier ministre, hein, à quelqu'un. Bon, donc, et quand vous regardez un peu le profil de la personne, vous verrez bien, parce qu'il y a donc voilà un peu, tel que c'était fait. Et il n'a pas dit non. Il lui a même donné l'illusion que c'est bon, voilà, donc on a soutenu. Et puis une fois Yahibo est revenu, très tôt il voulait organiser cette rencontre de réconciliation. Oui. Voilà, il était chargé. Donc à quelques jours donc, de l'organisation de cette rencontre, c'est dans son avion sur pour la Chine. Donc c'est par là qu'il était dans l'avion pour la Chine à Boniaï, que Amon Sélegba a annoncé à TV que la haute autorité a demandé de surseoir à l'organisation. Là, il n'a pas. Donc, dès lors, les relations avec les deux ont pris un gros coup, un grand coup. Ça s'est refroidi. Sérieusement. Tout le reste, ils ont tenté de colmater les brèches. Disons que Albert Voisin anticipait, comme je vous l'ai dit, il était radicalement contre une révision opportune de la Constitution. Oui. Il a dit en tant que rapport du médiateur de la République, oui. Yahibo n'a pas bien apprécié, n'a pas aimé et ne lui a pas pardonné. Mais est-ce que ça justifie peut-être sa passivité relative que l'on a notée peut-être vers la fin de sa mandature au niveau du médiateur de la République? Non, au niveau du médiateur de la République, il a passé 2 années et il n'a pas pu présenter son rapport. Et puis bon, voilà, il a démissionné. Il a profité de son anniversaire, je pense que c'était 84e anniversaire, c'était en 2013, pour quitter, pour démissionner. Voilà, il était à 2 ans de la fin du mandat, si je ne me trompe, parce que la mémoire. Donc si je me trompe, il a profité donc de ça pour quitter. Voilà. Voilà, mais est-ce que ce côté qu'il a de chercher à imposer peut-être un roi, un système, c'est ça qui n'a pas pu profiter à ce qu'il puisse bien jouer ce rôle de médiation? Non, il a joué le rôle de médiateur. Et je vous ai dit que c'est dans l'anticipation. Le médiateur de la République ne souhaite pas. Vous savez, la fonction de médiateur n'a pas vraiment. Mais il a été très mal vu. C'est pas une fonction politique. La fonction, quand vous regardez la loi sur le médiateur de la République, son rôle n'est pas politique. C'était un rôle de médiation sociale. Oui. C'est beaucoup plus. Il a réglé la crise des l'église protestantes méthodistes. Oui. D'ailleurs, assez mal réglé, puisque après il a fait que le président Talon s'est réglé personnellement dans ce dossier. Il a réglé le problème parce que, je me rappelle, il y avait une crise. Hein, je vais vous dire, il y avait une crise entre la haute autorité de la communication. En 2007, j'y étais. Et le président Yahi. Hein, on n'avait pas désigné des rédactions de l'OATB que Yahi avait nommé. Il avait, en citant la HAC, alors qu'on ne l'avait pas fait. Donc, il y avait une crise entre la présidence et la HAC. Donc, c'était quand même assez... Ça s'est propagé dans les médias. Alors, Voisin a proposé sa médiation, il lui a dit de rester à l'écart de cela, par exemple. Donc, la fonction du médiateur de la République n'est pas une fonction politique. C'est une fonction de médiation sociale. Vous comprenez? Donc, sauf si le chef d'État l'implique. Et vous l'avez regardez même actuellement dans le cadre des différents, même le médiateur qui est là, même quand son mandat était encore réellement vif, encore que c'est un pas un décret qu'on le nomme, donc on peut toujours le prolonger. Oui. Donc, il n'a pas pu, parce qu'il est à l'écart de la chose politique. Hein? Donc, peut-être que si on avait fait une réforme en long, en large peut-être qu'on aurait pu fondre peut-être cette affaire avec autre structure. Oui, donc, il a joué son rôle, comme peu ou prou, il a joué ce qu'il a fait. Mais il n'arrivait plus, il était nommé. Il dépendait du président de la République, même s'il avait une autonomie de fonctionnement. Il avait les moyens, le gouvernement a mis les moyens à sa disposition. Mais il n'avait plus les moyens techniques, il ne pouvait plus, sa voix ne portait pas. Il ne pouvait plus prendre la parole au nom du médiateur pour porter un certain nombre d'idéaux comme il est. Et c'est pas un gars qui aime rester inactif. Donc, il a voulu se lâcher de la fonction officielle pour se donner
Donc, et en se faisant bien strapontin de médiateur émérite de l'UMOA. Bon, et puis après, bon, il est passé à autre chose, Frère Melchior. En 2019, par exemple, le Bénin a traversé une période sociopolitique trouble avec les législatives. Il y a eu un contexte sociopolitique assez tendu à l'occasion de ces élections. On n'a pas vraiment entendu le Frère Melchior se vêtir de son manteau d'ancien médiateur de la République pour faire quelque chose. Je pense que c'est là que moi j'ai vu le gros fossé. C'est là que j'ai vu que Albert a raté la fin. Ah bon? Oui, c'était là. Parce que à la fois, est-ce qu'il n'était pas trop fatigué aussi? Non, disons que quelques mois avant, on l'avait déjà vu avec Yaïboni, le président Soglo, Adjefa. Oui. Je pense que ces castings n'étaient pas les meilleurs. C'est dommage, à titre posthume, enfin, on peut le dire, sans salir sa mémoire. C'est combien de fois je le porte en estime et me le retourne de temps en temps. Donc, ça a duré bien des années. Je pense que le casting n'était pas bon. Donc, pour une personne de cette carrière, lorsqu'on a vu Mathieu Kérékou n'existant plus, lorsqu'on a vu le président Soglo très engagé politiquement, n'arrivant pas à se donner la carrure, je pense qu'Albert avait un rôle de médiateur. Cette fois-ci politique et naturelle à jouer. Il a raté. Il a raté parce qu'il est entré dans le jeu des agents chefs d'État. Mais dans le même temps, je pense qu'il s'est fait manipuler par eux. Il s'est fait royalement manipuler par eux. Il a compris au tout dernier moment, parce que Nassis Tameti a relaté, sur les réseaux sociaux, on a lu beaucoup de choses. Alors chacun peut lire tout ça de la manière dont il veut. C'est-à-dire que selon la position aussi, il a dit les choses, il n'a plus dit les choses de manière claire. Moi je l'ai rencontré la dernière fois, en août dernier. Il a évoqué un certain nombre de regrets. Entre autres, mais ce n'était pas des regrets par rapport à tel ou à tel, c'était de manière générique, en estimant peut-être que bon, oui, bon. Mais il est resté, enfin, je suis un homme de liberté, je suis un défenseur de la liberté, je suis quelqu'un de libre, je ne suis pas comme en brigade, mais il y en a qui ont profité de ça pour m'avoir. Oui, voilà, donc globalement, voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, effectivement, c'était le moment où il aurait pu être le médiateur réellement de la République, parce que franchement, quand ça allait dans tous les sens, on a dit que le pays manquait de médiateur. Mais bon, vous savez, et c'est peut-être là que je pense que la transition est bien faite. La transition est bien faite parce que le Bénin a réglé ses problèmes sans médiateur. Mais est-ce que les acteurs politiques n'étaient pas trop braqués aussi pour pouvoir l'écouter si éventuellement il avait une... Sa voix n'était plus audible à partir du moment où il s'est choisi un camp. Vous savez, c'est un peu ça le problème de sa voix. Oui, la force de Kérékou, je pense que de Kérékou, avant Kérékou, du président Zissou, en 2011, lorsque ça s'est bloqué, en 2011, on ne pouvait pas aller aux élections parce que les gens ne voulaient pas qu'on utilise la LEPI. Qui sont ceux qui ont débloqué le système? Kérékou et Zinsou. Évidemment, ils ont dû convaincre Soglo de les rallier, même si bon, personne ne faisait attention à Soglo parce qu'il était déjà actif au niveau de l'Union des Nations. Mais il était ancien président de la République, donc il fallait l'avoir pour que ça fasse un peu le groupe. Mais sinon, le président Zinsou, personne, le président Mathieu Kérékou, personne, ils sont sortis. Et donc demander au peuple béninois, aux populations, au nom de la paix, d'aller prendre l'air et d'aller aux élections. Ça a joué énormément. Vous voyez, après on n'a plus ces carrés. Mais Gantier est mort, le Kérékou est parti, Zissou est parti, et Soglo est dans l'action politique. Tu vois qui s'est reculé, qui a pris un grand recul, qui aurait pu prendre cette place, l'a raté, ne l'a pas prise, est resté collé un peu aux pulsions de faiseurs de roi, d'impacteurs de l'action publique. Il n'a pas vu passer le temps. Il n'a pas vu que ça a changé. Il n'a pas vu que ça a évolué. C'est dommage parce que, comme je dis, je sais combien il est attaché, par exemple, à la réforme, par exemple, du sympathisme. Par exemple, il aurait pu se retrouver, par exemple, dans ce projet-là, l'argent, il a dénoncé à la Conférence nationale, l'argent devenu notre maître, qui nous dit toutes nos extravagances et tous les abus. Mais il n'a pas pu. Au moment où il faut se défaire de cet argent, de l'homme providentiel à la tête des partis politiques, au moment où il fallait prendre le dessus et soutenir les actions courageuses, les réformes de transition aujourd'hui politique que nous avons dans le pays, il a laissé cette place vide. Ça m'a permis de me rendre compte finalement que ce n'est qu'un humain. C'est ça. Ouais, donc c'est ce que j'allais même de me rendre compte que ce n'est qu'un humain, parce que c'est un personnage que moi j'ai porté. C'est vrai, jeune,
adolescents, étudiants, voilà, jeunes journalistes, porter un peu plus. Je l'ai mis à un niveau un peu trop parfois. Et donc je suis redescendu progressivement. Ça m'a permis également d'avoir une juste lecture du personnage qui reste pour moi un grand intellectuel, un grand béninois, une bibliothèque, un dinosaure, un homme de paix, un homme de pensée, un homme de culture, de haute culture, de grande culture. Et je pense qu'on parlera beaucoup d'Albert Tévoiseray encore des années et des années. Pas nécessairement sur l'action politique, il y a beaucoup de choses à dire, on va y revenir. Mais au niveau de beaucoup de choses, on a parlé du centre de protection sociale, on a parlé de 20 000 emplois, on peut entrer dedans, vous allez voir la conception de l'emploi. On n'a pas parlé du minimum social commun, on n'a pas parlé des unités communautaires de développement, on n'a pas parlé de l'enseignement des Français au Nigeria, on n'a pas parlé de son allégorie, bien si nous vendions de l'eau potable au Nigeria, nous serons un pays développé. Il y a beaucoup, il a la pensée très facile. Donc je pense qu'il y a des pistes qu'il a ouvertes, il y a des sentiers qu'il a déblayés, que lui-même a rapidement abandonné. Je pense qu'il appartient à la nouvelle génération de reprendre peut-être, quand les amis tout à l'heure parlaient de pauvreté, richesse des nations. Mais c'est grave, c'est dense. Pendant que certains prennent la pauvreté comme une fatalité, lui, il prend comme une richesse. C'est important. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'œuvre d'Albert Tévoiseray qu'on peut repiquer aujourd'hui, saluant l'homme en disant il a fait de son temps, il a fait de son mieux, il a fait comme il pouvait. Maintenant, le Bénin se poursuit avec les réformes en cours. Qu'est-ce qu'on peut puiser? Ce n'est pas nécessairement le gouvernement, chaque citoyen, chaque cadre, chaque élite, qu'est-ce qu'on peut puiser de l'œuvre pour continuer à impacter le Bénin et à faire. Donc, lui a fini le parcours. Nous, on est encore sur la scène. Dans 20 ans, peut-être on dira que bon, on s'est inspiré d'Albert Tévoiseray, peut-être pour impacter aussi à notre manière le pays. Voilà. Je crois que, au lendemain donc, de ce décès, qu'on peut retenir, il y a encore beaucoup. C'est ça, bien sûr.